compte du cercle des territoires pilotes de la sobriété foncière, on avait évoqué la question centrale de la gouvernance et des modes d'organisation des territoires pour mettre en œuvre la sobriété foncière. Et nous nous sommes appuyés pour cela sur des témoignages, comme vous l'avez dit, de Poitiers, Draguignan, et puis sur celui du Grand Angoulême, qui était déjà particulièrement engagé dans le repérage foncier. Et la conclusion d'ailleurs de cette table ronde, c'est que c'est toute l'importance d'une gouvernance adaptée et partenariale pour mettre en œuvre une politique de sobriété foncière. Aujourd'hui, nous allons justement nous intéresser avec de nouveaux témoignages à cette mobilisation du foncier et aux outils qui sont déployés sur les territoires pilotes. Mais avant tout, je vous propose qu'on puisse faire un point sur l'état d'avancement de la démarche sur les différents territoires pilotes avec Sylvain Grisot, urbaniste du cabinet Dixit.net, en charge de l'AMO nationale du programme TPSF, de façon à ce qu'il nous puisse nous dresser un petit panorama de l'état de la démarche. Voilà. Pour l'instant, donc, Sylvain, vous avez la parole pour une dizaine de minutes. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ravi de participer une nouvelle fois à ce cercle. Alors, en effet, je vais avoir la charge de vous présenter l'état d'avancement de la démarche qui porte sur les 7 territoires qui sont au cœur de l'expérimentation. Alors, c'est une période difficile pour les impatients. J'en fais partie et je sais qu'on est nombreux autour de la table, puisqu'à la fois tout a démarré et on n'a encore rien entre les mains. Tout a démarré, plus exactement, on a d'ores et déjà des équipes sur le terrain, on a eu des réunions de démarrage, on a encore 2 recrutements d'AMO qui restent à finaliser. On a demain, sur 7, une audition des candidats, donc on va avoir très rapidement une équipe mobilisée là-dessus. Et donc, début janvier, tout le monde sera à pied d'œuvre pour démarrer cette phase 1 qui est déjà amorcée, notamment à Épernay et Poitiers de façon très, très concrète. Et Dreux d'ailleurs. Alors, jusqu'ici, on s'est mobilisé avec l'équipe du Bucaille et de l'Action Cœur de Ville aux côtés des 7 pionniers, à la fois pour les accompagner dans une trame de cahier des charges, les accompagner aussi dans l'analyse des candidatures, les auditions et puis le démarrage. On va prendre du recul, puisque l'idée de l'expérimentation était bien de laisser la main au territoire, de façon à ce qu'ils puissent faire un travail qui colle directement avec leurs vues, leurs besoins, leurs envies. On sera de toute façon en continu, à la fois en soutien, mais aussi en observation. Ça a été rappelé par Hélène tout à l'heure. On a bien un objectif de capitalisation autour de travail autour de ces 7 territoires. Et Roland Michel Bézot l'a aussi rappelé, il y a bien derrière, au travers de cette capitalisation, l'idée d'une préfiguration. Donc c'est important qu'on suive tout ça. L'expérimentation porte évidemment sur les 2 étapes, les 2 étapes clés qu'on a appelées d'un côté cette identification du foncier invisible, ce repérage à la fois des espaces mais des temps disponibles dans la ville déjà là pour répondre aux enjeux, aux besoins de développement des territoires en alternative à l'étalement urbain. On est bien là clairement sur la réponse opérationnelle au zéro artificialisation nette, mais aussi la phase 2, un travail sur l'activation de ces fonciers une fois qu'ils sont repérés, choisis, identifiés, priorisés. Mais avant tout ça, il y a aussi une phase 0. Et cette phase 0, c'est le moment d'expérimenter des méthodes, des organisations sur les projets et surtout de se poser la question du recrutement, des compétences. Cette phase 0 du recrutement, de la mobilisation à la fois des maîtrises d'ouvrage, mais aussi des AMO, elle fait complètement partie de l'expérimentation. Alors, c'est sans doute pas le moment de tirer des enseignements définitifs, mais on commence à avoir une bonne vision sur cette phase-là, qui n'était pas une évidence pour nous, pour chacun d'ailleurs. Tous les territoires n'ont pas encore fait leur réunion de démarrage, comme je le disais en introduction, mais globalement, on voit le bout, et notamment, on a entre les mains l'ensemble des réponses aux AMO locales. Alors, quelques premières remarques, des remarques préliminaires. Qu'est-ce qu'on apprend de cette phase-là, qui est quand même importante, et qui résonne aussi pour celles et ceux qui ne sont pas engagés directement dans cette action-là, qui ne font pas partie de ces 7 territoires-là. Ça pose la question de la disponibilité des compétences, des modes d'organisation, des modes de recrutement. Déjà, on a une diversité des organisations. En fonction des territoires, comme on l'a déjà dit, on a parfois des partenaires institutionnels qui sont très présents et qui font l'ensemble du travail, parfois des recrutements partiels, d'AMO qui vont intervenir sur une partie de l'expérimentation et parfois une délégation complète à l'AMO locale de l'ensemble de la démarche d'expérimentation. On a proposé, dans le cadre de cette organisation de projet, d'expérimenter aussi sur la gouvernance.
la gouvernance du projet sur une logique à la fois d'avoir une gouvernance très resserrée, très opérationnelle, ciblée, orientée vers l'action, mobilisant notamment quelques élus, quelques techniciens autour d'une table resserrée, mais aussi des partenaires extérieurs, très resserrée et aussi très ouverte, avec un deuxième cercle qui se positionne autour de ce comité opérationnel, qui permet d'associer finalement tous les acteurs du territoire et de porter le dialogue sur la sobriété foncière au-delà de ceux qui sont mobilisés concrètement, quotidiennement sur la démarche. Globalement, c'est un mode d'organisation qui est assez en rupture avec la segmentation traditionnelle qu'on a sur les projets, qui a tendance à séparer à la fois le cercle des techniciens au travers des comités techniques et le cercle des élus au travers de comités opérationnels. Et c'est une organisation qui a été globalement retenue, chacun avec sa couleur, sa réorientation, ce qui est le but, mais qui a été retenue par l'ensemble des territoires. Alors, on verra comment ça prend par la suite, mais je trouve qu'on a déjà, dans cette phase 0, notamment au travers des jurys d'audition, des débats très intéressants entre des élus très mobilisés, qui suivent de façon continue la démarche, et des techniciens, eux aussi, à la manœuvre. On sent d'ailleurs qu'on a une très forte implication de certains élus sur ces sujets, ce qui montre à la fois une prise de conscience de leur importance, mais aussi d'une logique et d'un mode de projet relativement horizontal aussi, avec des techniciens très impliqués là-dessus, qui, à mon avis, peut être très fructueux par la suite. En tout cas, on va observer ça avec beaucoup d'attention. Évidemment, on l'a déjà dit, on a une très forte importance de certains acteurs locaux dans ces recrutements, dans ces organisations en phase 0. Au premier chef, les établissements publics fonciers, les agences, quand elles sont disponibles. Et parfois, une absence de relation entre la collectivité et ces institutions locales, mais TPSF est l'occasion de nouer des liens. Donc, on a un double enjeu de compétences, à la fois cette disponibilité de ces institutions locales, je ne sais pas si c'est bien d'ailleurs de les appeler institutions, mais peu importe, en tout cas ces acteurs de l'ingénierie publique, et aussi la question de la disponibilité de l'ingénierie privée. Ce n'était pas du tout évident, c'était un vrai sujet aussi, et c'est des discussions qu'on a eues en préparation qui étaient particulièrement importantes, alors que ce soit avec le PUCA et Action Cœur de Ville, mais aussi avec les différents territoires impliqués. Va-t-on arriver à recruter, à trouver des acteurs qui répondent aux appels d'offres, qui soient au niveau, et à les recruter, les mobiliser. Alors, on est dans une phase qui prend du temps, puisqu'il y avait un parti pris qui était d'accompagner les EPCI, mais pas les déposséder de leur démarche, et notamment faire qu'on ait un recrutement local d'une compétence locale. D'autres orientations auraient pu être prises, notamment une forme de mutualisation de tout ça au travers d'un seul prestataire qui serait intervenu partout sur le territoire national. Ce n'est pas le choix qui a été pris. Ça montre, donc, le mode de recrutement montre finalement aussi des modes d'organisation différents selon les territoires mobilisés. Alors, on voit bien là-dessus qu'on a évidemment des délais, mais aussi des modes de relation entre les services qui sont différents, qui ont des impacts sur le temps. Mais globalement, tout le monde s'en sort particulièrement bien. Et on a, in fine, des recrutements qui ne sont pas complètement finalisés, mais on peut le confirmer aujourd'hui, chacun des territoires auront à leur service une équipe d'AMO locale de qualité. On a d'excellentes réponses, on a eu déjà beaucoup de réponses. C'est un élément important déjà, sans doute lié à ce qu'Hélène appelle l'effet programme, à un moment, une visibilité du programme qui permet d'avoir une aura, une écoute un peu plus importante que si, de façon isolée, on mène une consultation. Ça, c'est un élément intéressant, je pense, sur lequel il faudra capitaliser. Mais on a des bonnes réponses, des très bonnes réponses, à la fois écrites et orales, avec de belles équipes, presque déjà de belles rencontres au moment des auditions. Des équipes qui ont des postures différentes, qui vont avoir des approches différentes, des modes d'organisation différents. Par contre, il y a quelques points en commun, notamment un pilotage qui est souvent très structuré, mais en même temps des équipes de forte personnalité qui sont souvent issues de plusieurs structures. On est sur des groupements complexes qui permettent de mobiliser l'ensemble des compétences nécessaires, avec notamment une place donnée à la programmation, au montage opérationnel qui est importante, qui est significative là-dessus. On pourra appuyer aussi sur ce temps des auditions qui a été vraiment marquant, je pense, important, qui est un temps de rencontre, mais qui est aussi un moment où on voit l'équipe, on voit un collectif se déployer, ou pas d'ailleurs, avec parfois des mauvaises surprises, d'équipes qui ont d'excellentes réponses à l'écrit, mais
qui montrent des formes de désorganisation ou de trop d'hierarchisation d'ailleurs au moment de l'audition. Donc grâce à ce recrutement territoire par territoire, hein, on a à la fois aujourd'hui des équipes qui sont adaptées à des contextes locaux, mais aussi à des envies des élus locaux, des choix, des orientations, des types de périmètres, des types de sujets qui sont spécifiques à chacun, et c'était bien le but, mais aussi un excellent terreau pour l'expérimentation nationale, je pense qu'il va être très riche d'apprentissage derrière. On a des collectivités qui sont mobilisées, hein, à la fois au travers de leurs élus et de leurs techniciens, parce qu'elles étaient, je pense, en charge et complètement en responsabilité du recrutement, mais aussi des équipes d'AMO qui sont extrêmement diversifiées et, on peut le noter, hein, particulièrement engagées dans des contextes qui sont, et ça on le savait aussi, complètement différents en fonction des territoires. Donc, à retenir hein, pour chacun, et on aura ce travail de capitalisation à faire, et notamment pour celles et ceux qui ne sont pas parmi les 7, on a à la fois développé au travers de cette phase 0 finalement de l'expérimentation, une trame de cahier des charges, des modes de recrutement qui peuvent intéresser d'autres territoires qui veulent s'engager. Et aussi, un des attendus hein, de tout ça, et évidemment, à la fois la présence d'Action Cœur de Ville et du PUCA a été importante, mais on peut capitaliser là-dessus. Ça montre qu'il est bien possible de mobiliser des équipes qui sont à la fois complexes, de bon niveau, mais aussi parfaitement engagées sur l'ensemble des territoires, l'ensemble du territoire national. Et ça, je pense que par rapport à cette question hein, de la disponibilité de l'ingénierie, c'est déjà un élément et une des formes de réponse importantes de l'expérimentation. Voilà, donc la suite au prochain épisode, hein, et notamment un atelier des chefs de projet qui va nous réunir très prochainement et qui nous permettra finalement de boucler sur notre retour d'expérience sur cette phase, capitalisée notamment évidemment à l'intention de l'ensemble des membres du cercle. Merci Sylvain. Donc une démarche partenariale et une gouvernance qui se mettent progressivement en place sur le terrain et c'est tout à fait de bon aloi. Et nous allons maintenant écouter le témoignage de l'agglomération du pays de Dreux, qui est d'ores et déjà rentrée dans une démarche très active, participative et partenariale. Et ce serait une intervention à deux voix, en fait, hein, un élu et un technicien. Je me tourne d'abord vers vous, Madame Christelle Minard. Vous êtes vice-présidente de l'agglomération de Dreux, en charge de la transition écologique, des contractualisations et de l'attractivité du territoire par les filières touristiques et agricoles. L'agglomération de Dreux est un territoire à la fois rural et périurbain, situé aux confins de l'Île-de-France et de la Normandie. À ce titre, il subit une forte pression foncière sur ses espaces agricoles et naturels. Et dans le même temps, c'est un territoire dont la tradition industrielle a connu de très profondes mutations. Dans ce contexte, les élus se sont engagés dans une démarche de sobriété foncière et l'agglomération est un des 7 territoires accompagnés par la NCT. Alors, comment concilier cette attractivité démographique et le développement territorial Cananvie avec une approche économe de la consommation d'espace? Où en est votre démarche à ce stade? Madame, vous avez la parole pour 5 minutes. Bonjour monsieur, bonjour à toutes et tous. Écoutez, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Surtout qu'on a eu du mal à échanger dans la préparation de cette réunion et je vous prie de m'en excuser. Mais je suis au rendez-vous. Alors, vous avez déjà resitué un petit peu le contexte de notre agglomération, qui est une agglomération constituée de 81 communes étendues sur plus de 1000 km², qui en fait une particularité, et notamment une particularité sur un espace très rural et agricole, puisque 77% de notre territoire est agricole. Donc nous sommes particulièrement sensibles à son aménagement avec tous les enjeux, puisque l'agglomération du Pays de Dreux s'est engagée dans une démarche de développement des circuits courts et donc dans l'idée bien sûr de pouvoir subvenir à l'alimentation de nos populations locales, une alimentation que l'on souhaite de qualité et de proximité, puisque en parallèle, nous sommes engagés dans un projet alimentaire de territoire. Je resitue tout ça parce que ça explique aussi les raisons de notre engagement. Un engagement, bien sûr, dans le cadre de la transition écologique et climatique, de préservation
de nos espaces, de la biodiversité. Nous avons beaucoup d'enjeux sur la préservation de la ressource en eau, tant sur sa quantité que sur la qualité, puisque nous sommes très fortement impactés sur une partie du territoire par les nitrates. Donc, un gros travail est fait sur la préservation dans le cadre des enjeux des bassins de captage. Et puis, bien sûr, de préserver aussi notre qualité de vie, qualité paysagère, donc, pour resituer un petit peu l'agglomération dans ses particularités. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à conduire cette démarche? C'est bien sûr le souci d'augmenter le moins possible nos espaces urbanisés et d'aller vers la zéro artificialisation des sols, puisque au cours des 10 dernières années, l'agglomération a consommé 463 hectares. Et si nous continuions au même rythme, dans les 10 prochaines années, c'est 600 hectares. Donc, nous avons souhaité, bien sûr, nous réinterroger sur la manière dont on pouvait faire des économies sur le foncier agricole avec un objectif à plus de 13 ans d'un maximum de 400 hectares. Donc, voilà, l'enjeu vraiment de la préservation du foncier, mais aussi la volonté d'opérer autrement en matière de pratiques d'aménagement et d'aller chercher des outils pour nous aider justement à chercher le foncier invisible, et puis des outils aussi pour regarder la manière dont on pourrait aménager nos espaces. Alors, nous avons défini, bien sûr, de concert avec l'État, 3 secteurs prioritaires dans prioritaires, ils le sont tous, mais enfin 3 villes avec des enjeux que sont la ville de Dreux sur un quartier très actif et plutôt résidentiel, la ville de Vernouillet qui donc pour les deux constitue le cœur très urbain de notre agglomération, avec là des perspectives plus autour d'un quartier culturel et de l'aménagement autour de l'atelier à spectacle. Et puis une petite ville qui est une petite ville de demain, la ville de Châteauneuf-en-Thymerais, et donc qui fait lien aussi avec un autre appel à projet auquel nous avons répondu dans le cadre d'Europan sur la ville productive. Et donc comment on développe la zone qu'on appelait la zone industrielle, zone d'activité, comment on imagine demain améliorer et aménager cette zone pour en faire lien avec le centre-bourg. Donc voilà, les 3 secteurs plutôt prioritaires. Nous avons eu un premier comité opérationnel le 27 octobre, et nous avons déjà donc bien engagé le travail. Donc d'abord autour de la recherche avec les outils, je pense à Urban Simul, d'aller chercher justement les fonciers invisibles, mais sur la globalité de l'agglomération, parce que l'objectif est aussi de sensibiliser l'ensemble des communes constitutives de notre agglomération à la préservation des espaces. On a une tendance, évidemment, à rester sur les acquis et ce qu'on connaît en termes d'aménagement, surtout dans les petites communes rurales. Donc, l'importance pour nous du diagnostic et la constitution de cet atlas que je prioriserai. Ensuite, bien sûr, de pouvoir bénéficier dans cette démarche de votre expertise, de l'expertise pointue et de l'accompagnement en fait, dans la durée pour être ce territoire exemplaire en termes de sobriété foncière. Et puis, bien sûr, d'envisager une autre manière de faire projet dans les aménagements, et toujours avec l'objectif du recyclage foncier, de la recherche de mixité d'usage, la création et la valorisation de nos lieux de vie, mais aussi
avec l'enjeu bien sûr de rester très attractif puisque nous avons une forte pression des franges franciliennes. Voilà rapidement les enjeux et ce qui nous a amené à répondre et là où nous en sommes aujourd'hui. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions, mais je pense que mon propos sera bien complété par les techniciens. Merci, Madame la Vice-présidente, pour cette présentation qui nous montre qu'il y a vraiment sur votre territoire une démarche globale pour s'adapter à toutes ces grandes mutations. Et justement, donc, votre intervention sera complétée par l'intervention d'Emmanuel Redouté, qui est urbaniste, membre du groupement de l'AMO local retenu, une équipe qui est déjà d'ailleurs au cœur de l'action, avec un travail qui est mené sur 3 secteurs que vous avez présentés, des secteurs dans lesquels sont identifiés des sites démonstrateurs de la sobriété foncière à partir de projets concrets. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des sites qui sont à la fois sur la ville-centre, à la fois sur le périurbain et à la fois aussi sur le secteur rural. Donc, une démarche globale à Dreux, à Vernouillet et à Châteauneuf en Thymerais. Et maintenant, donc, je vais laisser la parole à Monsieur Redouté. Il va nous expliquer comment se met en place cette démarche participative et partenariale une fois de plus. Merci. Oui, merci. Bonjour. Donc oui, je voulais effectivement commencer par faire une très très brève présentation du groupement d'AMO là qui s'est réuni pour accompagner l'agglomération du Pays de Dreux dans cette démarche. Donc c'est un groupement d'AMO qui est composé de 4 structures avec 4 compétences qui sont à la fois très spécifiques et très transversales. Avec notamment donc, notre mandataire, Juliette Sterwen, plutôt centrée sur des questions d'évaluation de politique publique et de conseil en innovation dans différents champs, différents domaines, avec Sabrina Charrière qui est aux commandes pour la structuration et l'animation je dirais, des logiques d'acteurs, des questions de gouvernance. J'interviens moi-même sur des aspects de programmation urbaine, de stratégie opérationnelle, en prenant en charge notamment toute la partie des diagnostics urbains, patrimoniaux, fonciers à l'échelle des secteurs d'études. Le groupement comprend également l'agence Nebia, avec Anis Bidot, architecte, paysagiste, et qui interviendra plus finement sur les études de faisabilité architecturale, sur les sites démonstrateurs proprement dits, une fois que ceux-ci seront plus finement identifiés à partir des secteurs d'études. Et puis enfin, on est accompagné par Marie Laurenté, qui est économiste de l'aménagement et qui apporte au groupement et à l'agglomération une expertise en termes de montage, de stratégie foncière, d'économie de l'aménagement. Alors pour aller effectivement directement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vous propose de commenter brièvement ces secteurs d'études qui ont été pré-identifiés par l'agglomération du Pays de Dreux. Alors, ils sont intéressants à plusieurs titres parce qu'ils impliquent 3 communes, comme Madame Minard l'a rappelé, et qu'ils permettent de travailler sur des contextes morphologiques, fonciers et socio-urbains très différents, et aussi parce que le choix de ces secteurs d'études par l'agglomération de Dreux a procédé en quelque sorte d'une première thématisation qui est, je dirais, peut-être une originalité de la démarche engagée sur ce territoire. Donc, sur le premier site à Dreux, on est sur un quartier au contact de la gare de Dreux, essentiellement résidentiel, mêlant de l'habitat individuel, social et privé, un quartier qui a aussi une valeur historique avec un certain cachet, qui est notamment marqué par un morceau de cité-jardin des années 20. Et ici se pose, je dirais, au-delà de la programmation de terrains contigus aux voies ferrées de la gare et qui sont déjà maîtrisés par la collectivité, un travail sur les potentiels d'évolution, diversification d'usage d'un tissu pavillonnaire issu de différentes périodes du XXe siècle notamment. Sur le deuxième site à Vernouillet, on est sur un grand secteur urbain entre une voie d'entrée de ville et une voie ferrée désaffectée, avec là une problématique et un potentiel de réutilisation de certains terrains maîtrisés par la collectivité et de grandes friches industrielles
dans la partie nord du site notamment, et autour d'un équipement majeur, l'atelier à spectacle sur lequel on va revenir brièvement. Et puis enfin, le troisième site à Châteauneuf-en-Thymerais. Donc là, on est effectivement sur une zone d'activité dans un pôle rural, je dirais. On est dans une problématique peut-être de transformation, de diversification, de densification du zone d'activité et qui est finalement aussi un héritage générique de la ville du XXe siècle et qui aura, on l'espère, un caractère exemplaire et qui a aussi une particularité d'être en interface entre un centre-bourg très vivant et puis la forêt, un grand espace naturel. Donc, je dirais que la diversité choisie finalement de ces sites augmente de fait peut-être le caractère démonstrateur des expérimentations à mettre en place sur ce territoire. Alors, effectivement, sur cette diapo-là, on a synthétisé le plus possible trois grandes questions hein, qui à la fois thématisent et problématisent ces différents sites. Sur le premier, celui de la gare, donc effectivement un enjeu de densification urbaine et de mixité d'usage dans une logique, je dirais, de dépassement d'opérations traditionnellement tertiaires aux abords des gares, et là en s'interrogeant sur la manière dont un quartier essentiellement résidentiel peut évoluer. Sur le second site à Vernouillet, la question qu'on pose est comment allier recyclage foncier et projet culturel. Alors, ce n'est pas une problématique, une question complètement nouvelle de la question de la mobilisation d'un projet culturel, d'acteurs culturels, dans le cadre de la réutilisation de friches. Mais là, il y a un vrai moteur de projet sur ce territoire avec l'atelier à spectacle, donc qui est une grande salle de spectacle, qui est installée elle-même dans un ancien site productif, c'est-à-dire une entreprise de charpente de bois lamellé-collé qui a cessé son activité au milieu des années 80 et qui a été acquise par la ville de Vernouillet à cette période-là pour y installer cet équipement culturel majeur, mais on y trouve aussi les ateliers municipaux ou une école de musique. Et puis enfin, sur le troisième site, comment transformer une zone d'activité, comment articuler des enjeux économiques, des enjeux écologiques et des enjeux d'usage. Pour vous donner aussi un peu une vision des paysages et des ambiances de ces différents secteurs, là, vous voyez, on est sur le site de Dreux et vous voyez par exemple en haut à droite la rue principale avec ces maisons des années 20, hein, issues d'un modèle de cité-jardin, où se pose aussi la question de comment transformer ou permettre l'évolution de cet habitat dans le respect de ses qualités patrimoniales, mais avec la possibilité de l'adapter à des modes de vie et des modes d'habitat contemporains, voire d'y intégrer d'autres usages actifs de travail ou de petites activités. Ensuite, Vernouillet, là vous voyez en haut à droite de l'image l'atelier à spectacle dans cette ancienne usine de lamellé-collé, et puis en haut à gauche par exemple une grande friche industrielle qui est contiguë, qui n'est pas aujourd'hui maîtrisée par la collectivité, mais ça donne un petit peu voilà, une vision de la taille de ces sites. Et puis enfin, dernière vue sur le site de Châteauneuf-en-Thymerais, où voilà, vous voyez à la fois la physionomie du centre-bourg et puis le caractère très, très particulier de cette zone d'activité, qui n'est pas une zone d'activité qui est je dirais, en déclin ou qui présente des problèmes. Elle a même des qualités de paysage. En fait, elle a beaucoup de potentiel dans le cadre de cette démarche territoire pilote. Voilà, quelques mots sur la méthode. Alors, je dirais qu'on a... En conclure, oui. On a suivi presque assez fidèlement la méthode qui était imaginée par notre MO national et qu'a évoqué Sylvain Grisot sur l'approche du foncier invisible, l'idée d'expérimentation sur des projets et des sites démonstrateurs, et puis enfin tout le travail
d'animation de la démarche locale, y compris dans les comités opérationnels, puisque là dans le premier qui s'est déjà tenu, il a déjà été organisé en fait sous forme d'atelier. Hein. Le temps plénier est assez court finalement pour réserver un maximum de temps sur des échanges par petits groupes. Et puis là, juste une vision là, du planning général, de manière aussi à expliquer qu'on est, je dirais, encore au tout début, puisqu'on a simplement mené ce premier comité opérationnel et on est en plein travail d'analyse. Et je crois que j'ai encore une dernière slide qui est simplement un exemple de restitution, juste l'avant-dernière, et puis je termine très très rapidement, de restitution d'un atelier qui a eu lieu vendredi, là, il y a quelques jours, sur le site de Vernouillet, avec les acteurs, et notamment les acteurs du projet culturel, puisque l'atelier à spectacle était dans une démarche de labellisation scène nationale, donc il y a un élément très, très moteur qu'on couple à la démarche territoire pilote de sobriété foncière, et où transparaît déjà un certain nombre de thématiques, les usages, la place de la nature, les questions de patrimoine, et la question évidemment plus sensible du foncier et de sa libération ou de sa réactivation. Voilà. Pierre, je voulais juste intervenir, non pas sur le fond, mais si on m'entend en réaction. Voilà, je me mets en caméra. D'abord, bien sûr, j'étais très intéressé par cette présentation et dire qu'elle illustre parfaitement ce qu'on a dit en introduction sur l'interaction entre les travaux menés par TPSF et les réflexions en cours sur la préfiguration et la poursuite du programme, où, comme vous le savez, suite à la rencontre nationale du 7 septembre, la question de la transposition des méthodes innovantes d'action publique et action cœur de ville sur les quartiers de gare et sur les entrées de ville, en gros les zones un peu plus ou moins périphériques où on trouve un peu de tout, sont bien sûr des sujets très importants dans le cadre de la prolongation, du travail de préfiguration que nous proposerons à nos autorités. Donc effectivement, quand on voit votre quartier de gare ou des entrées de ville, je trouve qu'il sera très intéressant pour nous de bien voir quelle a été la méthode, quels ont été les freins, les difficultés, les moyens qu'il faudrait mettre pour effectivement vous permettre de réussir. C'est l'objectif de TPSF, mais sachez que ça peut aussi alimenter des contributions qu'on pourrait faire pour trouver des nouveaux outils, des nouveaux financements, le cas échéant. Voilà, je ferme juste la parenthèse, mais pour me réjouir de cette présentation. Merci Roland. Nous allons nous tourner maintenant vers un autre territoire porteur d'un projet ambitieux de sobriété foncière, avec un objectif affiché et porté par les élus de zéro artificialisation nette en 2030, bien au-delà du cadre réglementaire qui a été rappelé tout à l'heure. Il s'agit de Grand Bourg Agglomération, un territoire de 132 000 habitants, lui aussi à la fois urbain, périurbain et rural, qui bénéficie d'une forte attractivité liée à un positionnement stratégique au carrefour des grands axes nord-méditerranée et Europe-Atlantique, mais aussi 1 heure de Lyon, 1 heure de Genève. Cette stratégie territoriale très volontariste, elle s'appuie sur 2 axes. L'accompagnement des entreprises pour les inciter à densifier leur terrain, et puis la prévention de la consommation du foncier en matière d'habitat. Cette démarche s'appuie aussi sur une collaboration avec les acteurs locaux. Elle a été impulsée par les ateliers de la fabrique de prospective territoriale portés par la NCT. Et pour en parler, nous accueillons Michel Fontaine, vice-président à l'économie et à l'innovation du Grand Bourg Agglomération, qui va en fait nous parler de cette démarche très volontariste, zéro artificialisation nette 2030, pour une intervention de 8 à 10 minutes. Bonjour à tous. Vous saluez, s'excuser de notre retard. Nous avions un problème de lien pour rejoindre la réunion. Et d'autre part, excuser Jean-François Debat, notre président de l'agglomération et maire de Bourg-en-Bresse, qui devait intervenir. Donc, en tant que vice-président à l'économie et ayant participé aux travaux, et je suis accompagné de la directrice aménagement du territoire, Madame Burtin, qui pourra aussi intervenir et compléter. Notre territoire, ça a été dit, c'est un territoire en fort dynamisme économique et démographique. Démographique
On gagne environ 1,2% par an d'habitants. Nous ne sommes plus à 137 000, nous sommes à 141 000 actuellement sur ce territoire. Vous l'avez dit, le pôle urbain, c'est environ 70 000 à 75 000 habitants, et puis des zones beaucoup plus rurales, avec, disons, des territoires à la limite de la Saône-et-Loire et du Jura, pour bien situer notre territoire. Dans un département relativement dynamique, disons, au niveau économique et au niveau démographique. La proximité de Lyon, voire de Genève, contribue aussi à l'intérieur de la région Auvergne-Rhône-Alpes à ce développement du territoire. D'où la difficulté de mettre en place, et on en a encore plus de mérite, d'essayer de mettre en place cette zéro artificialisation nette des sols pour 2030. Il y a une volonté présidentielle forte. Je pense que le président aurait été là, il l'aurait appuyé là-dessus pour qu'on soit vraiment un territoire pilote, volontariste à ce niveau-là. Notre démarche, elle s'appuie actuellement sur deux démarches, celle qui est entreprise dans le cadre du SCOT. On est en révision du SCOT en 2022, mais déjà dans notre précédent SCOT, il y avait ce souci, disons, de sobriété foncière. Et la deuxième démarche, qui elle aussi est une démarche très collaborative, très participative, qui est la démarche entreprise dans le cadre de la fabrique de prospective, ville moyenne et ville de transition. Si on peut passer. Non, c'est pas nous. Voilà. On va avancer rapidement sur cette partie pour venir aux actions. Les apports de la démarche que vous avez sous les yeux de la fabrique de prospective, des travaux collectifs ont été entrepris. On a partagé avec les acteurs du territoire, particulièrement les bailleurs sociaux, chefs d'entreprise, parce que au singulier et au pluriel, avec les agriculteurs du territoire, avec des promoteurs immobiliers sur le territoire. Il y a un véritable partage qui a été fait à ce niveau-là et on a beaucoup écouté, et particulièrement aussi écouté quand même les agriculteurs dans le cadre du Conseil économique et social local. On a beaucoup écouté. Il y a des pistes concrètes d'action qui vont être proposées, qui sont envisagées, avec des interventions relativement précises, opérationnelles, au niveau que ce soit économique ou que ce soit de l'habitat, comme ça vous est présenté. On a deux grandes orientations au niveau de la fabrique des prospectives. Vous l'avez sur le slide suivant. Disons, amplifier, faire partager au niveau des acteurs du territoire cet objectif de sobriété foncière, c'est vraiment l'enjeu majeur actuellement. Construire ces objectifs, les faire partager, et puis promouvoir un développement économique tout de même sobre en foncier, en renforçant l'accompagnement des entreprises. Là aussi, il y a toute une pédagogie à faire vis-à-vis des chefs d'entreprise dans un moment de développement économique fort où nos chefs d'entreprise ont plutôt tendance à vouloir acquérir du terrain, construire, mettre du terrain en réserve parce qu'ils ont l'impression que dans les 5 ou 10 ans qui viennent, ils vont vouloir et pouvoir se développer. Et nos objectifs, disons, on ne va pas dire sont en contradiction, mais cet effort pédagogique est tout à fait nécessaire de notre part. Au niveau de l'habitat, je laisserai tout à l'heure, on a beaucoup écouté, et là, il y a un exemple qui vous est donné. Aujourd'hui, on travaille sur des nouvelles formes d'habitat. Ça, c'est est relaté, disons, une phrase d'un bailleur social, le GIDIA du territoire, qui disait les nouvelles formes, les attentes des habitants. Il y a toujours une volonté de stationnement, de rangement, disons, d'intimité au niveau de leur logement.
Et à partir de là, on peut construire quelque chose avec, bien sûr, les architectes, les promoteurs, mais être relativement exigeant en matière de densification qui entraîne ce qu'on va voir par la suite, différentes choses ou différentes préconisations. Nos pistes d'action en matière d'habitat, je vais laisser Madame Burtin les présenter, qui est le slide suivant. Je présenterai les pistes d'action en matière économique. Voilà, donc c'est la slide suivante. À titre d'exemple, si on peut passer, voilà, merci. La slide suivante, donc quelques exemples de pistes d'action que nous avons assez clairement identifiées, notamment organiser un dialogue entre les élus pour regarder à plus long terme et avoir une vision à 20 ans. On a un projet de territoire, donc on va s'appuyer sur ce projet de territoire qui a été approuvé il y a 2 ans. Et on envisage, comme le disait M. Fontaine, de réviser le SCOT à partir de 2022. Donc on sait que la sobriété foncière passera aussi par ça. Le deuxième point, eh bien, il s'agit d'accompagner de manière technique les communes pour tous leurs projets d'urbanisme et d'aménagement, dans l'objectif de favoriser la sobriété foncière, la densification. Donc pour ça, on lance un appel à projets innovants qui seront sélectionnés début 2022 pour bien accompagner ces projets. Ensuite, on envisage d'organiser des visites de réalisation d'habitats densifiés pour les élus, voilà, pour montrer que c'est faisable et que c'est vivable également. Donc la densité n'est pas l'ennemi du vivable. Ensuite, on envisage en 4e point de mettre en place un observatoire foncier pour identifier les secteurs, les opportunités de densification, les dents creuses, les espaces vacants, etc. Et donc pour ça, on envisage de travailler avec l'agence d'urbanisme de Lyon et le CEREMA, notamment avec Urban Simul. Ensuite, le point suivant, eh bien, il faut qu'on pense d'abord aux mobilités avant de penser à l'aménagement. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'ordre inverse, on s'y prend plutôt dans l'autre sens. Donc, l'idée, c'est d'aborder ce sujet à travers la DSP Transport qui sera en cours de révision très prochainement et donc à travers le SCOT notamment. En termes d'aménagement, il s'agit aussi là d'accompagner les communes dans leurs propres réflexions et leurs projets quand elles travaillent sur des zones de rencontre, d'espaces privés ou dans les espaces publics. Donc, on est aussi dans l'accompagnement de l'urbanisme opérationnel, accompagnement des communes. Et puis, en dernier lieu, on passe au dernier point sur la slide, du moins, mais effectivement, il s'agira de mieux mobiliser tous les outils de maîtrise foncière à travers l'EPF qui est sur notre territoire, mais tous les outils qui existent, les OAP, etc. Comme le disait M. Fontaine, on s'engage là dans la définition de notre stratégie foncière et de notre plan d'action. Donc, on a un timing qui va démarrer tout début 2022. Si on prend les pistes d'action en matière économique, là, il y a un exemple, mais qu'on va passer très rapidement dessus. C'est un exemple d'une implantation. C'est vraiment la dernière implantation commerciale sur cette communauté d'agglomération, le cas de Decathlon. C'est un magasin à étage que vous voyez en dessous, relativement préservé d'ailleurs. Ce sont les parkings et c'est un emplacement qui a été densifié au maximum, mais on a discuté beaucoup avec disons Decathlon, mais aussi avec les architectes qui ont réalisé ce bâtiment. C'était un exemple de densification. Sur le slide suivant, vous avez les pistes d'action. Sensibiliser les constructeurs et mettre d'eux vos enjeux économiques de foncier, densifier à étage. Oui, densifier à étage. Étage, c'est simple quand vous faites du tertiaire. Quand vous faites du bâtiment industriel sur dalle, c'est beaucoup plus compliqué et c'est même inenvisageable, d'où des difficultés. Connaître précisément nos zones d'activité économique communautaires. Vous allez me dire comment ça se fait que vous ne connaissez pas vos zones communautaires. On les connaît relativement bien, mais malgré tout, nous sommes une fusion d'une agglomération et 6 communautés de communes, 46 zones,
d'activité économique. Chacun voulait sa zone d'activité économique. Et là, il y a tout un travail de rationalisation qui est à faire. Et là aussi, il faut convaincre parfois d'abandonner certaines zones d'activité économique ou certains terrains classés en UX. On reviendra sur le PLU tout à l'heure, qu'il faut reclasser. Et il faut convaincre, il faut travailler dans le temps. Reversement partiel de fiscalité, travaille aussi au reversement du foncier en partie à la communauté d'agglomération en fonction des investissements des communes sur ces zones, mais les zones sont totalement communautaires et en fonction surtout de l'entretien de ces zones. Ce qui nous apparaît important actuellement, parce qu'on travaille, c'est d'élaborer un cahier des charges de cession. On en a sur une zone d'activité qui est un peu modèle pour nous, ce cahier des charges de cession. On est même accompagné par un cabinet d'architectes conseil sur cette zone d'activité qui est en sortie d'autoroute. Notre idée, c'est d'avoir des zones d'activité aussi économiques, qualitatives, ce qui n'est pas le cas actuellement. On part de bas de ce côté-là. Réviser à la hausse des prix de cession des terrains. La rareté des terrains nous amène à réviser donc à la hausse nos prix de cession. J'y reviendrai tout à l'heure, ce qui pose quand même des problèmes parce qu'au niveau du développement économique, on est en concurrence avec des territoires qui n'ont pas les objectifs que nous avons et qui n'affichent pas du tout des objectifs encore de priorité en matière de sobriété foncière. Et quand on voit partir des entreprises ailleurs que sur notre territoire parce qu'on veut leur céder qu'un hectare de terrain et qu'à côté, on leur en cède 3 pour faire la même opération, ça fait toujours mal au cœur à l'élu. Recenser nos sites économiques, nos délaissés. On a peu de délaissés, on a peu de friches économiques sur le territoire. On n'a pas un passé industriel très fort sur cette communauté d'agglomération, d'où, on y reviendra tout à l'heure, peu de friches industrielles. Mais il nous faut quand même identifier les dents creuses au sein de nos ZAE. Elles existent et il y a du potentiel de densification, même à l'intérieur de zones existantes. Ça, c'est ce travail à court terme qui est déjà démarré et qui, disons, au cours de l'année 2022, doit avancer considérablement. À moyen terme, sur la slide suivante, vous avez quelque chose qui est de la reconquête du foncier sur les délaissés économiques. On envisageait sur les dents creuses. Il faut même arriver sur nos zones d'activité économique. On a repéré des fonciers privés qui sont non bâtis et là où on pourrait densifier à condition que les privés veulent bien. Il y a tout un travail d'acquisition de foncier pour pouvoir le remettre sur le marché. Et ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours la volonté, mais ce travail doit être entrepris. Proposer une alternative à la vente. On vient de mener une première expérience. Ce n'était pas le cas sur notre territoire. Nous étions plutôt, et la demande est plutôt d'acquérir des terrains. Et maintenant, nous passons par des baux à construction, des baux amphithéotiques sur certains terrains. Mais là aussi, c'est difficile de convaincre les industriels. Sur les espaces futurs, ce qu'on travaille maintenant sur nos nouvelles zones d'activité économique, c'est de mutualiser certains services. L'exemple des parkings vous est donné. On demande le droit de préemption sur nos zones d'activité est transféré à la CA3B, n'est plus au niveau des communes. Et disons, adapter la fiscalité de l'urbanisme. On a tout un travail d'harmonisation, par exemple, ne serait-ce que sur la taxe d'aménagement, compte tenu qu'on vient de 6 communautés de communes et d'une communauté d'agglomération, les choses ne sont pas très homogènes sur notre territoire. Et il y a un travail d'homogénéisation à faire. En conclusion, parce qu'on avait 8 minutes pour essayer d'être rapide.
utile, mais j'ai l'impression qu'on ne l'a pas été ou que je ne l'ai pas été suffisamment. Les leviers de l'aménagement et du foncier à mobiliser. J'ai presque envie de commencer par la gouvernance, parce que comme vous l'avez vu, il y a une volonté d'associer de quelque chose de très collaboratif au niveau du territoire, de faire partager des agriculteurs aux chefs d'entreprise, mais aussi à l'ensemble de la population, parce que sur l'habitat, on a un effort considérable à faire et encore beaucoup plus difficile, à mon avis, que sur le foncier économique. Comme chaque maire a envie, et on a vu ce qui s'est passé de ces dernières années, on a 77 communes au départ, 74 maintenant, mais chaque maire a envie de son lotissement, de son deuxième lotissement, ou de son troisième, ou de son quatrième. Et là, il y a véritablement à être pédagogique. Travail donc sur la planification, répartir, réguler les droits à construire. Ça, c'est un travail qui est mené aussi dans le cadre, surtout du SCOT. L'action foncière, on a des PLU, hein, on n'a pas de PLUI au niveau de notre agglomération. L'action foncière, ces dernières années, on a à reprendre une politique quand même de réserve foncière de l'agglomération, mieux connaître déjà notre foncier, ça a été dit, le maîtriser, le vendre avec parcimonie, le densifier, etc. Voilà le travail qui attend l'agglomération si on veut atteindre pour 2000. Vous êtes déjà bien engagé avec des objectifs qui sont extrêmement ambitieux. 2030, c'est bientôt là, et donc toutes ces actions montrent que vous vous êtes mis en ligne pour pouvoir y parvenir. Je vais peut-être laisser la parole maintenant à Hélène Peskin pour quelques mots de synthèse de cette première partie de notre discussion, et puis nous passerons ensuite à la deuxième partie qui traite des actions et des outils au service des collectivités. Hélène, vous avez la parole. Merci Pierre, et surtout merci à tous nos intervenants. Je voudrais aussi mentionner qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent, et c'est tant mieux, notamment dans les collectivités locales partenaires de ce programme, mais aussi dans les EPF. J'ai vu aussi les représentants de l'ANA, de l'ADEME. Donc on est aussi très heureux d'avoir l'occasion de réunir ce cercle un peu de spécialistes et d'expérimentateurs de ces questions de sobriété foncière au quotidien. J'en profite pour saluer la présence également de plusieurs élus, outre ce que nous avons entendu, et notamment du président et maire d'Épernay, Franck Leroy. En tout cas, son nom apparaît. Je ne sais pas s'il est parmi nous, et s'il souhaite s'exprimer, la ville d'Épernay et son agglomération étant également parmi les 7 territoires pilotes, il est tout à fait le bienvenu. En attendant, quelques mots peut-être de synthèse, même si on est loin de savoir faire la synthèse de tout ce qui vient de nous être présenté. D'abord, dans le fil un peu de la discussion, je retiens quand même cette question de l'ingénierie locale, hein, évoquée par Sylvain Grisot au début, qui est un vrai questionnement dans un certain nombre de territoires aujourd'hui de l'expérimentation. Et ce n'est pas seulement, comment dire, il ne suffit pas de faire venir sur le territoire des bureaux d'études comme ceux qui sont proposés aujourd'hui dans le cadre de l'aide à l'ingénierie de la Banque des territoires ou de l'ANCT. C'est vraiment la constitution d'un écosystème d'acteurs parmi les membres de la collectivité, élus et techniciens, au sein des services de l'État partenaire, au sein des opérateurs, qui puissent localement faire jouer un peu cette intelligence collective autour d'un changement de fonctionnement des projets d'aménagement et de leur financement. Et donc, on a vu à l'occasion de cette expérimentation que ce soit dans l'ingénierie privée ou dans la capacité technique locale, publique, pardon, il y a des territoires en France où ce système ne se met pas facilement en place, et donc c'est quand même aussi un point important à avoir en tête. Voilà, il ne s'agit pas d'envoyer des émissaires venus de Paris, Ernst & Young ou autres, pour travailler pendant 6 mois sur un territoire. Il faut aussi arriver à fabriquer une capacité d'action sur le long terme, y compris en intégrant cette capacité dans
au sein même des équipes locales, qu'elles soient du côté des collectivités ou des agences ou des services de l'État. Et c'est une question qu'on a découvert plus sérieuse, je pense, que ce qu'on avait imaginé au départ sur un sujet aussi complexe que celui de la sobriété foncière. Peut-être deuxième remarque, c'est en regard de ce qui a été dit par l'élu de Dreux, Madame Minard, c'est ce lien entre la question du foncier et la qualité du sol. Elle a parlé de paysage, d'alimentation sur les espaces agricoles, de qualité de l'eau, et donc on commence à qualifier finalement les différents usages du sol, et c'est tout à fait le sens de ce qui a été inscrit dans la loi climat résilience, hein, puisque la définition de l'artificialisation, c'est de ne pas modifier, enfin, au contraire, c'est d'éviter, la lutte contre l'artificialisation, pardon, c'est d'éviter de modifier les fonctions naturelles du sol. Et donc, on commence à donner une valeur à ces fonctions naturelles du sol. Et évidemment que les démarches de sobriété foncière dans l'urbanisme ont un lien avec ces fonctions naturelles du sol. C'est très important, je pense, d'entendre les élus le mentionner comme une stratégie en soi. Autre remarque dans le fil de la discussion, on voit aussi l'intérêt de la généralisation d'une telle expérimentation. On a vu dans les images montrées par Emmanuel Redouté à Dreux que finalement on se retrouve avec des sites, même s'ils sont spécifiques au pays de Dreux, qu'on reconnaît, enfin qui sont connus dans tous les territoires urbains français, hein, des quartiers de gare, des entrées de ville, des friches d'activité. C'est aussi ce que nous a montré la ville de Bourg-en-Bresse. Et donc, on a tout cet enjeu dans le programme Territoire pilote de sobriété foncière d'arriver à décrire ce qui se passe à l'échelle de ces 7 pilotes pour en monter en généralité et donner des pistes d'action pour toutes les villes de France qui ont cette question de requalification, de revitalisation urbaine qui se pose, notamment dans ces espaces peu denses. Et puis, dernière remarque, c'est celle un peu du marketing urbain que peut constituer l'engagement d'être dans la sobriété foncière. On en parlait aussi un peu sur Dreux avec la possibilité pour la ville de Dreux de faire de son salle de spectacle une scène nationale. On croit beaucoup, nous, que le fait de mettre en avant cet engagement de la collectivité vers une manière plus sobre de faire de l'aménagement, vers la revitalisation d'espaces, aujourd'hui d'espaces d'activité, mais ça peut être aussi d'autres secteurs de la ville, hein, au bénéfice de l'activité culturelle, ça peut être un effet positif de marketing au sens tout à fait positif du terme, hein, c'est pas du tout péjoratif, voilà, un peu comme on fait de la responsabilité sociale et environnementale, ça montre que les collectivités aussi peuvent se montrer responsables et mettre ça comme un gage de qualité pour des projets qui ont à voir avec d'autres types de labellisation comme celui de la scène nationale. Je ne voudrais pas être plus longue parce que je vois que le maire d'Épernay, Franck Leroy, propose de dire un mot en réaction et je serais très heureuse évidemment de l'entendre. On va lui laisser la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais saluer toutes les équipes qui travaillent sur le sujet et saluer également les élus qui sont exprimés pour dire effectivement, témoigner de mon expérience en 2 mots. Je l'ai écrit dans l'espace de dialogue à l'instant. Avec cette orientation ZAN, on prend à rebrousse-poil tout ce que les élus de toute sensibilité ont fait depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. Et la mission est incroyablement difficile, d'autant plus que le législateur ne nous a pas aidés en nous donnant des délais extrêmement courts, qui plus est pendant une campagne présidentielle, pour aborder un sujet aussi complexe. Je trouve que autant l'objectif est louable, que je pense que le calendrier qui a été prévu dans le cadre de la loi n'est absolument pas adapté aux contraintes qu'on va vivre. Dans les 6 mois qui viennent, on va être en campagne électorale et j'imagine qu'un thème comme celui-ci est un thème potentiellement explosif. Et il se trouve que je suis suffisamment masochiste de mon côté pour avoir accepté d'être le vice-président de la région en charge du SRADET. Autant dire que je vais être des 2 côtés du bureau en même temps, c'est-à-dire que je vais déjà devoir convaincre les 47 élus de mon territoire, mais en plus, je vais avoir 5000 élus sur le dos qui vont tous rouspéter parce que, ne comprenant pas toujours les enjeux liés notamment à la biodiversité, à la nécessité d'éviter la consommation foncière comme on en a fait depuis des décennies, et M. Grisot connaît parfaitement le sujet, voilà, comment ralentir cette consommation de foncier sans donner le sentiment aux élus qu'on est en train de les priver de toute perspective de développement, parce qu'ils sont tous persuadés et beaucoup encore pensent qu'ils seront jugés à la fin de leur mandat sur le nombre d'hectares qu'ils auront urbanisés et sur le nombre d'habitants ou le nombre de lotissements qu'ils auront fait. Encore une fois, je trouve que l'objectif fixé par le législateur est louable et doit être soutenu,
parce que si on veut s'attaquer à la perte de la biodiversité, il faut s'attaquer impérativement à l'empreinte urbaine qui a tendance à être de plus en plus large et qui consomme beaucoup d'espace naturel. Mais je ne suis pas sûr que les législateurs aient mesuré la difficulté de la tâche. Et si on ne veut pas avoir de véritables frondes locales d'élus qui ne comprennent pas pourquoi on va les contraindre dans leur projet de développement. Alors certains d'entre eux ont une croissance de la population, donc ils vont évidemment construire leur argumentation sur le fait que je gagne des habitants, donc je dois pouvoir consommer plus d'espace. D'autres, au contraire, ont une perte d'habitants et vont nous dire, puisque vous nous empêchez de consommer l'espace, finalement, vous nous condamnez au déclin. Et mine de rien, répondre à ces élus-là, alors j'ai une argumentation, mais c'est compliqué. Tout ça pendant une campagne présidentielle, c'est de la folie pure. Donc moi, j'ai déjà demandé à plusieurs reprises, et je m'en suis ouvert auprès de Bérangère Abba la semaine dernière, qui m'a dit qu'elle avait elle-même remonté une note d'alerte à ses services, qu'effectivement le calendrier qui nous est imposé est, à mon sens, intenable, sauf à faire de cette question-là une question centrale de la prochaine campagne présidentielle, avec les risques que ça comporte. Donc, je me permets simplement d'évoquer cet aspect du calendrier, mais la difficulté de la mission, moi je trouve personnellement, je le prends comme une mission extrêmement intéressante, parce que ça nous oblige à penser l'urbanisme autrement, à faire, comme l'exprime M. Grisot, de l'urbanisme circulaire, c'est-à-dire à recycler tous ces espaces disponibles aujourd'hui, mais invisibles, en espaces construits, d'où la consommation, vous l'avez souligné, cher Roland, du fonds friche, qui a littéralement explosé, parce que si on veut taper dans le dur et si on veut ne pas étendre la tâche urbaine, il faut aller chercher ces friches. Sauf qu'aller chercher ces friches, les dépolluer, ça coûte 10 fois, 15 fois plus cher que d'aller chercher du terrain agricole. Et donc, voilà, on est à une période de bascule où les intentions sont louables, où il faut impérativement partager cette ambition avec l'ensemble des élus, ce qui va prendre du temps. Mais en même temps, on ne peut plus attendre. Mais il faudrait quand même qu'on desserre un petit peu le problème du délai, parce que si on veut faire un travail de qualité auprès des élus, il faut se donner le temps de les convaincre. Et c'est presque un travail de conviction élu par élu. On peut pas, si on va trop vite, ils vont se braquer, ils vont nous tomber dessus et finalement, on va régresser. Donc voilà le témoignage que je voulais donner en saluant le travail qui a été fait dans les territoires qui ont témoigné à l'instant, parce que voilà, je mesure la difficulté de l'opération, mais voilà, moi je m'intéresse beaucoup à ce qui peut se faire ailleurs, parce qu'on est tous confrontés à ces problèmes de gouvernance. Comment on arrive à convaincre les élus que c'est la bonne voie que celle du zéro artificialisation nette, alors qu'ils le perçoivent aujourd'hui comme un obstacle à leur propre développement et au développement de leur territoire. Juste un mot, monsieur le maire, cher Franck, d'abord, bien sûr, on a bien pris note. En gros, si c'était facile, je pense qu'on l'aurait fait depuis longtemps. et on s'attaque au dur, effectivement, à tout point de vue. Je pense que ça renforce, et on dit ça en toute modestie et humilité par rapport à l'ampleur de la tâche, l'intérêt d'une initiative comme Action Cœur de Ville, TPSF, et Action Cœur de Ville 2 sera aussi encore plus dans cette tonalité pour être des démonstrateurs, qu'on vous accompagne effectivement à essuyer les plates, si j'ose dire, mais dans le bon sens du terme, qu'on arrive à sortir d'ici 1 ou 2 ans, ça c'était vraiment, on rappelle bien l'objectif de départ, qu'on arrive à sortir grâce au fonds friche ou d'autres initiatives, des projets qui permettent de montrer qu'on peut faire les choses, y compris sur les principes de la sobriété foncière. Et comme je l'indiquais au tout début, toutes les difficultés qui sont rencontrées, tout ce qui peut aussi argumenter sur le réabondement substantiel du fonds friche. J'ai dit ça, moi je l'ai dit bien sûr aux autorités ministérielles et autres, et d'ailleurs qui répercutent très bien, je crois qu'il y a mais tout ce qui pourra argumenter le fait que grâce, nous, on est en train de bosser avec les villes et qu'on se rend compte qu'il manque ceci, il manque cela, etc., qu'il faut recalibrer le fonds friche. On a fait aussi des propositions et on le refera. Franck, comme vos collègues, vos 222 autres collègues, vous allez très bientôt concerter sur à la fois le retour d'expérience d'Action Cœur de Ville et puis, je dis ça bien sûr aussi aux autres villes représentées, et puis vos aspirations, vos besoins pour la suite, parce qu'on voudrait construire la prolongation du programme. Tout ce qui pourra argumenter sur à la fois les questions financières, les questions juridiques, les questions procédurales, pour nous, on va s'en servir comme très fortement pour les besoins de la cause. Je pense par exemple pour le fonds friche au-delà de l'abondement, on va probablement proposer aussi, on l'avait déjà proposé, mais
dans le cadre de nos travaux de préfiguration, on attend le retour, bien sûr, des collectivités locales, par exemple, qui puissent être éligibles pour des renaturations. Exactement, voilà. Par exemple, voilà. Donc, en tout cas, bon, bien sûr, on n'est pas le législateur, mais je pense que le travail qu'on fait à bas bruit, mais je pense, va alimenter très fortement la machine à trouver des solutions et des financements. Merci, Roland. Sans transition,